Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Gina, on est dans le petit clin de civique. On parle de digitalisation, c'est ça? Oui, on parle de digitalisation ce matin et je vais d'ailleurs compter avec vous. Donc, mars 2020, ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On est en février, donc ça fait exactement 11 mois, bientôt un an, qu'il y avait eu un conseil des ministres. Donc c'était le conseil des ministres du 16 mars 2020 sous la présidence d'Ali Bongo, donc le président de la République, qui avait abordé la question du projet de digitalisation des services publics visant l'optimisation des ressources de l'État. Donc le gouvernement gabonais aspirait à ce moment-là à une digitalisation des procédures de son administration. L'ambitieux projet devant participer à l'amélioration et à l'efficacité de l'administration publique et créer des opportunités dans tous les domaines d'intervention publique. Et c'est ce projet qui avait été présenté et approuvé durant le Conseil des ministres du 16 mars 2020. Voilà. Donc, il y a à peu près 10-11 mois. Et donc, la multiplication des canaux numériques, vous le savez, et aussi la démocratisation, ou du moins l'installation de la fibre optique un peu partout dans le Gabon, sont des arguments qui ont permis de se dire que, on avait besoin désormais de digitaliser une bonne partie des services publics, histoire d'offrir des services de qualité aux populations, mais aussi avoir une administration un peu plus dynamique. Parce que si on regarde cette fois-ci du côté de la couverture Internet, j'ai envie de vous ramener au projet Central African Backbone, où le Gabon, on avait vraiment beaucoup communiqué là-dessus. Vous vous souvenez, le CAB4, il y avait des panneaux, il y avait des trucs, voilà. L'idée et l'objectif qui se trouvait derrière le projet Backbone, selon ce qui avait été dit par Edgar Anissé Mbumbu Miyaku, c'était, je cite, l'objectif est qu'à terme le pays soit baigné par la fibre optique et que tous les Gabonais, où qu'ils se trouvent, puissent tellement bénéficier de l'Internet, fin de citation. Et donc, vous comprenez que le projet de digitalisation des services publics de l'État, en fait, c'est logique. Ça suivait une logique claire. Donc, on installe Internet dans tout le pays, de sorte que peu importe où vous vous trouvez, même si vous êtes à Sotanzala ou à Moulingi-Binza, vous ayez Internet, et surtout que après vous puissiez bénéficier de services publics ou des services de l'administration publique sans pour autant avoir besoin de vous déplacer. Sauf que, parce que on compte, enfin moi je compte, 11 mois plus tard, je ne sais pas si vous avez une actualisation, une actualité ou quelque chose d'actuel sur ce projet de digitalisation des services publics. On sait que désormais, du côté de l'ANPI, donc qui est sous tutelle du ministère des investissements. Donc du côté de l'ANPI, on sait qu'il y a désormais la mise en place d'une plateforme qui te permet de créer en fait ton entreprise directement en ligne, qu'ils ont appelé le GENI, donc le guichet numérique pour l'investissement. Et si à l'ANPI, donc pour les investisseurs, ce projet s'est concrétisé, pour le commun des mortels, donc pour les Gabonais lambda qui ont besoin d'accéder à des services administratifs de base, on se demande bien à quel niveau nous sommes. De quel service administratif je parle exactement? Je parle d'un service tout bête. Par exemple, les procédures pour l'obtention d'actes d'état civil. Les actes d'état civil, vous avez l'acte de mariage, vous avez l'acte de décès, vous avez le basique, l'acte de naissance. Alors aujourd'hui, pour obtenir l'ensemble de ces documents, il faut absolument vous déplacer pour aller dans une mairie et puis rencontrer l'agent d'état civil qui va prendre vos documents, qui va vous demander de repasser, et puis voilà, on pourra vous délivrer votre sésame. Et j'avais envie de rechercher auprès des pays
qui ont déjà pensé à la digitalisation de leurs services, combien de temps ça prenait. Et tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis. En France, par exemple, lorsque vous faites une demande d'acte de naissance en ligne, l'acte, si il est demandé via Internet, est envoyé au domicile et parvient en général en quelques jours. Donc, si vous faites votre demande d'acte d'état civil en ligne, ça parviendra à votre domicile en quelques jours à peine. Le temps pour les services de la mairie de le traiter, et surtout c'est le délai d'acheminement en fait par courrier. Maintenant, si vous faites aussi votre demande d'acte de naissance par courrier, c'est la même chose, ça prendra quelques jours, le temps d'acheminement donc par les services postaux, et puis le temps de traitement par les services de la mairie. Et puis tenez-vous bien, si vous le faites sur place, donc si l'acte est demandé sur place, il est délivré immédiatement, c'est-à-dire qu'on ne te demande pas de repasser demain ou de repasser après-demain. Dès que tu vas à la mairie avec tous les documents qu'il faut pour déclarer la naissance de ton enfant, l'acte de naissance est délivré immédiatement. Nous tous on sait ce que cette expression veut dire, et ces informations sont tirées du site service public de servicepublic.fr, donc le service de la République française, le site officiel de l'administration française. Chez nous, si c'est demandé sur place, tu reviendras quelques jours plus tard. Si c'est demandé par courrier, je ne sais pas si quelqu'un a déjà même essayé de faire ça. Voilà. Et si c'est demandé via Internet, ça n'existe pas. Et donc, en parlant de digitalisation des services publics, aujourd'hui, la grande question qu'on se pose, c'est où en sommes-nous concrètement? Pourquoi ça prend autant de temps? Quand on sait que le Covid-19 a véritablement plongé le pays dans une situation où on se rend bien compte de la nécessité ou de l'importance qu'aurait revêtu l'instauration, la mise en place de systèmes numériques permettant à chacun de pouvoir déclarer les naissances, déclarer des mariages ou même déclarer des décès. Mais j'ai envie de vous emmener un petit peu plus loin. Aujourd'hui, lorsque on voit ce qui s'est passé à Lalala avec l'école qui a été cassée pour une affaire de titre foncier, on sait bien que si vous partez dans les mairies aujourd'hui, qui sont en fait des démembrements ou des petites représentations de l'État, en fait, qui doivent normalement regrouper tous les documents en lien avec leur localité, normalement dans l'arrondissement où vous êtes, le maire de votre arrondissement devrait pouvoir avoir un service d'archives où on dit que si Moussavou est en train de construire sa bicoque là à côté, Moussavou a la possibilité de venir demander aux services municipaux que, bon écoutez, on vient de me vendre le terrain là, est-ce que vous confirmez que le papa, je ne sais pas, Biban qui m'a vendu le terrain lui appartient véritablement parce que moi je l'achète et tout ça, et ainsi de suite. Et la mairie pourrait du coup contacter, si elle n'a pas les documents, contacter les services, je sais pas, de l'administration territoriale pour voir si véritablement Papa Biban a le titre foncier de cette terre-là et puis il peut le céder à Moussavou et ainsi de suite. Mais parlons d'archives. Est-ce qu'on a une plateforme, un site qui regroupe justement l'ensemble de ces documents? Parce qu'en discutant avec un élu local, les maires c'est des élus locaux, avec un élu local il n'y a pas très longtemps, il me disait que sur un terrain litigieux en fait, qu'il avait dans son arrondissement, il a fallu attendre. Parce que il y a en fait un opérateur économique qui lui a apporté un titre foncier qui datait des années 2000 et il a fallu attendre qu'un autre opérateur qui n'était même pas de nationalité gabonaise mais qui est au Gabon depuis belle lurette lui apporte de manière totalement gracieuse en fait un titre foncier qui datait des années 1900. Donc en réalité, vous comprenez que cet élu local perdu en fait, tout le monde vient se plaindre chez lui, mais en réalité, il n'a pas de documents. Il n'a rien. Il n'a même pas une plateforme sur laquelle il peut refaire monter les besoins, discuter ou du moins aller chercher du contenu.
Et là, je parle d'une question de titre foncier. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment est-ce qu'on gère la partie des actes de naissance, des actes de mariage, tous les documents que l'on va souvent déposer et chercher à la mairie? Dans le cas où ces documents ont été perdus, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez retrouver l'acte de naissance ou retrouver la filiation de votre famille et tout en allant tout simplement à la mairie, ou ce serait en fait rangé ou classé de manière totalement numérique, ou de là on pourrait vous sortir ça tranquillement, ou il faut passer par le tribunal, il faut attendre des recherches, il faut attendre que ça prenne du temps et du temps et du temps encore. Alors là, on est juste en train de parler des services municipaux, mais je me dis bien que le projet de digitalisation des services de l'État, couvrait beaucoup plus que ça. Ce projet-là devait notamment être plus important, plus global que ça. Aujourd'hui, on parle d'une question de paiement de taxes et d'impôts et tout. Et j'ai envie de demander où est-ce qu'on en est de cette question d'identifiant unique. Enfin, vous vous en souvenez quand même, c'est vous-même qui en avez parlé. Enfin, il n'y a pas quelqu'un ici qui avait parlé de ça. On parlait d'un identifiant unique de sorte que toi, tu t'appelles Moussavou Jean-Pierre Biban et puis voilà, tu as un identifiant où quand tu rentres ça, on voit directement on voit ton numéro, on voit ta CNAMGS, on voit ta CNSS, on voit tes impôts, on a en fait toutes tes informations en entrant uniquement un identifiant. Si tu as une assurance ou pas, où est-ce que tu travailles et ce genre de choses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on a finalisé ce projet? Parce qu'en réalité, ce que le Covid-19 nous montre, c'est que si on avait véritablement pris à bras le corps cette question, aujourd'hui, en fait, on n'aurait pas autant de difficultés, même à faire payer des taxes pour non-port de masque à des gens qu'on croiserait dans la rue. Parce que j'ai demandé à un ami qui fait partie des forces de police, quand vous arrêtez quelqu'un qui n'a pas de masque et que vous lui demandez de payer les 25 000 et il n'a pas de 25 000, comment vous faites en sorte qu'il paye cet argent? Il me disait, ouais, mais on saisit les documents. Ça, c'est dans le cas où quelqu'un est en voiture. Mais dans le cas où il est à pied, qu'est-ce qui se passe? Il attend jusqu'à ce que quelqu'un viendrait payer les 25 000. Mais c'est amusant, parce qu'en réalité, si quelqu'un n'a pas les 25 000, mais il va donc rester là, ad vitam aeternam. À un moment donné, la police va se fatiguer et il va rentrer chez lui. Or, s'il avait un identifiant unique, ce serait tellement facile de le traquer et de l'obliger à payer ses taxes, parce qu'en même temps, vous auriez même son numéro de mobile banking. C'est-à-dire que même quand il va recharger son compte mobile money, vous allez retirer, c'est que l'administration publique va retirer les 25 000 qu'il doit à l'État pour non-port de masque. Mais parce que ça, tu arrives à identifier la personne. Le tracking est simple en fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est la grande question que je me posais. C'était une réflexion que j'avais hier comme ça, avant de m'endormir. Mais il n'y a pas de problème, hein. On vous met surtout pas la pression. Ne vous inquiétez pas. C'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés. Stop Fresh Morning.